on va attaquer l'avant-dernière thématique. On a parlé contexte global, d'alignement de la raison d'être avec ces modèles économiques. On en a parlé longuement. Et du coup, là, l'idée, c'est de rentrer un peu plus dans des exemples concrets, continuer à vous alimenter, vous inspirer, j'espère, pour que vous repartiez aussi avec l'envie de bouger dans vos entreprises et dans vos écosystèmes. Du coup, on va s'intéresser justement à ces initiatives et comment ça se manifeste. Justement, Christophe, est-ce que tu veux commencer là-dessus? Avec plaisir. Je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un important travail de mise en cohérence du modèle économique avec la raison d'être à faire. Moi, je vais partager avec vous l'exemple d'une entreprise avec laquelle j'ai eu l'occasion de travailler. C'est une entreprise dont peut-être certaines enseignes du groupe sont clientes. C'est une entreprise qui fait de la prévision météo. Quand on sait qu'aujourd'hui, plus de 50% de l'activité mondiale est météo-dépendante, hein, pensons à un supermarché, hein, la manière dont le client va se comporter va être très largement déterminée par la météo sur une très très grande catégorie de produits au sein du magasin. Eh bien c'est un vrai sujet que d'offrir aux acteurs économiques les bonnes données météo. Alors cette entreprise, elle est venue nous trouver pourquoi? Parce que le prix de ce qu'elle vendait tendait vers zéro. Ce qui, Mmh. vous en conviendrez, est un vrai problème quand on est un dirigeant d'entreprise. Et pourquoi le prix de ce qu'il vendait tendait vers zéro? Simplement parce qu'en vendant de la donnée météo, nous savons toutes et tous aujourd'hui que cette donnée est très largement disponible sur Internet, sur nos téléphones, et ce, gratuitement. Et donc, le travail que nous avons initié est un travail d'abord de redéfinition de cette raison d'être. On a travaillé sur donc, une dynamique participative avec les parties prenantes pour arriver à une raison d'être qui gravitait autour de l'idée qu'il s'agissait pour cette entreprise d'optimiser les ressources de l'ensemble des activités météo-sensibles de leurs clients. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous êtes un gestionnaire de réseau routier, par exemple, connaître le moment précis pendant lequel un épisode neigeux va survenir permet de bien dimensionner les équipes, de bien dimensionner les tournées de salage, de réduire les quantités de sel. Quand vous êtes un supermarché et que vous faites une erreur sur la météo du week-end à venir, vous pouvez surstocker des produits qui ne trouveront pas leurs clients et donc générer de la casse. Et à l'inverse, avoir des invendus et donc du chiffre d'affaires perdu sur tout un ensemble d'autres catégories de produits. Et donc, au départ de cette raison d'être, on s'est dit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais finalement, le modèle économique de notre entreprise, à savoir la mise à disposition de données météo à nos clients, est-ce qu'elle permet d'atteindre ses effets, c'est-à-dire la réelle prise en considération de ces enjeux météo dans la bonne gestion de ces ressources? La réponse était non, tout simplement parce que dans un très très grand nombre de cas, les clients n'étaient pas équipés pour intégrer la donnée météo dans leur propre process décisionnel ou dans leur propre outil d'aide à la décision. Et donc, cette entreprise a complètement reconstruit au départ de cette raison d'être son offre vers une offre qui aujourd'hui s'apparente beaucoup plus à une offre de business intelligence météorologique, où l'entreprise met à la disposition de ses clients des interfaces eux-mêmes pluguées dans le système d'information des clients pour constituer des outils d'aide à la décision permettant non seulement de correctement calibrer ses ressources, mais d'objectiver les impacts que cela génère. Et donc, qu'est-ce que ça change? Le point de départ initial, c'était une perception de valeur nulle pour la donnée météo. Aujourd'hui, l'entreprise est capable d'objectiver les gains financiers par le truchement des impacts positifs qu'elle génère sur la bonne utilisation des ressources que ce service de business intelligence météorologique est capable de générer chez les clients. Et donc, de mettre en évidence que les gains peuvent se chiffrer en dizaines, voire centaines de milliers d'euros. Donc, c'est-à-dire que la perception de valeur est très, très importante désormais. Et la contractualisation peut naturellement évoluer, à savoir évoluer par exemple vers une logique de success fee, où vous dites, écoutez, moi je prends 20% de la valeur que je génère chez vous. Ce qui est intéressant en faisant une évolution contractuelle comme celle-là, c'est qu'on réaligne complètement les intérêts entre les parties, à savoir que les intérêts de l'entreprise et celles de ses clients est complètement et naturellement réaligné, et que c'est dans la capacité à mieux gérer les ressources que tout le monde en sort gagnant. Donc voilà un Mmh. exemple au départ de la raison d'être de reconstruction d'un modèle économique. Alors je le tisse rapidement ici, mais Mmh. j'espère en tout cas que vous voyez un petit peu le cheminement qui a été mené. Quand je disais tout à l'heure que la raison d'être pouvait être un outil extraordinairement puissant au service de la réorientation stratégique et de la transformation d'un modèle économique, en voilà une illustration. Très clair, Christophe. Isabelle, peut-être une dynamique avant de passer la parole à Bruno et Sophie également, une dynamique singulière peut-être à Decathlon,
à imager dans ces dynamiques d'alignement de raison d'être? Bah, écoute, moi je pense que aujourd'hui chez Decathlon, nous on a une mission et un sens. On a ces éléments sont basés historiquement depuis plus de 40 ans par nos fondateurs. Et c'est vrai qu'on continue à les alimenter on a ajouté cette dimension. Moi j'aime beaucoup ce que disait, je ne sais plus si c'est Christophe ou Bruno, les principes fondamentaux d'être, de faire bien pour l'humain et de faire bien pour la planète. Je pense que c'est quelque chose qui a été rajouté Mmh. dernièrement. Tu Tout à peux fait. en Tout à fait, ouais. témoigner, Jean-Sébastien, et qui vient effectivement commencer à faire ce pivot pour prendre en considération les externalités dont on parle depuis tout à l'heure. Mmh. Voilà, Être utile aux aux gens gens et et à à leur leur planète. planète. Tout à fait, pour Decathlon. Merci Isabelle. Bruno, un exemple peut-être? Alors, un exemple, oui. Alors, moi, j'aime beaucoup. Vous savez, moi, je travaillais plus de 20 ans pour Mars. Donc, quand on travaille pour Mars, on vend des chewing-gums, des parts de chocolat, des croquettes. Donc, on est dans le concret. Et donc, c'est très intéressant de voir comment, finalement, même des business qui sont aussi concrets que cela, en fait, et qui partent au départ avec, quand même, malgré tout, des externalités un peu négatives, il y a un peu des choses. On arrive quand même à partir du moment où on commence à mesurer et à pas mesurer juste pour avoir une bonne conscience. Non, non, mais mesurer avec une approche managériale, c'est-à-dire que de la même manière que on est très intentionnel pour mesurer la performance du capital financier, comme on le gère, eh bien, si on a cette même discipline pour mesurer le capital social, le capital humain, le capital naturel, eh bien, d'intégrer en quelque sorte ces différents groupes de capitaux dans un compte de résultats et appliquer les méthodes de la finance, mais à des capitaux élargis, et appliquer les méthodes de la comptabilité à un environnement qui va au-delà, en quelque sorte, de l'environnement légal, eh bien, on se retrouve dans des situations extrêmement bénéficiaires. Je prends un exemple très précis. Une des filiales de Mars, c'est Royal Canin. C'est une entreprise qui fait des croquettes, qui est un gros groupe, ce qui fait à peu près un peu plus de 6 milliards de dollars de chiffre d'affaires, donc c'est pas petit. Et c'est une entreprise qui a choisi, en fait, on a beaucoup travaillé avec eux, qui a choisi de choisir comme raison d'être la santé animale, tout simplement. Et donc, au départ, ils ont beaucoup eu du mal, en fait, parce qu'au début, ils pensaient à la santé à travers la nutrition. C'est parce que c'était leur point d'entrée. Et progressivement, ils se sont dit, non, non, notre raison d'être, c'est la santé tout court. Et la nutrition n'est qu'un moyen d'atteindre la santé. Et donc, ce simple, là, on pourrait passer beaucoup de temps, mais ce simple pivot de vision, ça leur a ouvert tout un marché auprès des vétérinaires, des pet shops, des breeds, des éleveurs. Et aujourd'hui, il y a tout un écosystème qui est autour de la santé animale, la nutrition n'étant qu'un moyen d'y parvenir. Et Royal Canin s'est organisé comme un orchestrateur, en fait, Ouais. de parties prenantes autour de cette raison d'être animale. Et ce qui est intéressant, c'est que alors, c'est un business qui marche à double digits, qui a une croissance incroyable, qui fait pâlir d'envie même tous les concurrents au sein de Mars qui font autre chose, comme des Pedigree, des Whiskas. Et en fin de compte, je pense que une des raisons de succès de cette entreprise, c'est effectivement d'une part la raison d'être. Okay, la deuxième chose, c'est leur intentionnalité à intégrer ça dans leur compte de résultats. Donc on mesure ça exactement comme des bonus financiers. Mais in fine, en fait, et c'est quelque chose que j'ai réalisé il n'y a pas très longtemps, vous savez, on peut toujours copier un produit. On peut même copier une stratégie. On ne peut pas copier une relation. Et lorsqu'un business est organisé sous forme d'écosystème avec des relations fondées sur ce qu'on appelle, nous, des rapports de réciprocité ou de mutualité en anglais, et pas des rapports de force, le réseau est à la fois un outil de capture de la valeur et de sa protection. Très et donc clair. aujourd'hui, d'un business comme Royal Canin qui est organisé sous forme de réseau, autour d'une raison d'être avec des rapports de réciprocité avec les parties prenantes qui sont mesurés, eh bien, c'est un business qui ne peut pas être copié. Mmh. Et donc, ils sont dans une position presque de privilège, D'exclusivité, de etc. singularité. Et c'est une entreprise qui est en train de capter de la valeur. Donc, c'est un bel exemple, en fait, à la fois d'une entreprise qui s'est dotée d'une raison d'être non égoïste. Donc, ils n'ont pas regardé leurs produits, ils ont regardé le problème de l'écosystème. Et ils se sont ensuite, de manière très intentionnelle, organisés avec des vraies parties prenantes, toutes pertinentes par rapport à leur raison d'être, et on mesure, et on mesure, et on mesure. Et on a des financiers,
mais on est des financiers éclairés, dans le sens où on ne mesure pas que le capital financier, on mesure d'autres formes de capitaux. Et les autres formes de capitaux sont mesurables. Très clair. Merci Bruno, c'est extrêmement clair. Peut-être Sophie, en une minute, un exemple concret pour illustrer ça? Ouais, un exemple très concret, hyper rapide à mettre en place. Quand je suis arrivée il y a 2 ans, on a fait une analyse, et on s'est rendu compte que toute la communication de la marque, même si elle était super éco-conçue, et cetera, était pas du tout tournée vers la sérénité des parents, puisqu'il y avait énormément d'injonctions contradictoires qui étaient envoyées notamment aux femmes, sur être belle enceinte, par exemple. Pourquoi belle? En fait, juste être bien enceinte, c'était déjà, suffisant et c'est déjà assez difficile comme ça. On avait des boîtes roses pour les filles, des boîtes bleues pour les garçons sur les coffrets de naissance. On avait finalement très peu de pères qui étaient présents dans les communications. Donc, ça ne servait pas d'être juste responsable sur l'aspect environnemental. Il fallait en plus aller plus loin. Et donc, on a complètement changé la plateforme de marque. On a mis en place des contenus déculpabilisants, sans jugement. On a travaillé sur la multidisciplinarité des professions de santé qu'on met en avant. Donc, il y a des sages-femmes qui s'expriment, il y a des obstétriciens, il y a des pédiatres, ils ne sont pas toujours d'accord, mais comme ça, on dit aux parents, bah voilà, à vous de choisir, en fait, c'est vous qui savez. Maintenant, on vous donne juste accès à plein de chapelles différentes, et puis c'est à vous de voir. On a changé nos offres, on a supprimé totalement les coffrets genrés. Et puis, on a travaillé sur des nouveaux modèles de distribution. Donc, je vais parler du vrac, la recharge consignée, l'abonnement. Enfin, voilà, on essaye plein de choses pour voir comment ça peut aider les parents à baisser la charge mentale d'une part et aussi à baisser l'impact environnemental négatif. Et puis enfin, on a commencé à anticiper, imaginer ce que la consommation de soins de la peau serait dans un monde soutenable. Donc, on travaille sur toutes les questions des parents, tous leurs doutes et leurs peurs. On leur demande beaucoup, beaucoup d'insights. Et avec ça, on a décidé de sortir des catégories qu'on estimait trop dégueulasses. On impulse des changements de gestes, le solide, l'upcycling, le local. On travaille même à arrêter de produire tout en France parce qu'en fait, on est une multinationale et si on veut être vraiment responsable, il vaut mieux travailler dans des zones géographiques différentes. Alors, ça se prévoit parce que j'ai quand même des syndicats qui peuvent être inquiets si on relocalise toutes nos usines dans les pays. Et enfin, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on travaille sur 2040. On va se mettre sur l'idée d'un modèle régénératif. On a travaillé beaucoup avec Christophe Sampels suite à son intervention dans la Convention des entreprises pour le climat. Et on imagine, on rêve un peu sur 2040 à des fermes Mustela qui seraient à moins de 200 km des parents utilisateurs, qui offriraient des produits différents d'une région du monde à l'autre parce que travailler sur des sourcings d'ingrédients locaux. Donc, vous n'aurez pas le même gras au Brésil, en Chine, en France et aux États-Unis. Donc, les formules seront différentes. Donc, ça, c'est un changement très radical. Les gens, ils aiment bien acheter la qualité Mustela, la même partout. Et en fait, ça, c'est fini. Dans 10 ans, 15 ans, c'est fort possible que les parents soient intéressés à acheter des produits qui soient juste locaux, donc très différents d'un pays à l'autre. Donc oui, ça a de l'impact sur notre modèle. Merci beaucoup Sophie. Il nous reste très peu de temps, mais on va attaquer une dernière partie qui est structurante, puisque j'ai évoqué que c'était un vrai manquement pour montrer la création de valeur des projets de transfo de modèle économique, qui était la mesure. Bruno l'a remartelé en disant la mesure, la mesure, la mesure. Donc on va en parler juste maintenant. Mais juste avant ça, et je m'excuse par avance à toutes les questions qui n'auront pas pu être répondues, malheureusement nous n'avons que 3 quarts d'heure. Une question quand même qui n'a pas été posée tout à l'heure. Quand une entreprise continue d'ambitionner une augmentation de son RBE sans expliciter ce que ses bénéfices vont servir et alimenter, est-on vraiment dans la transformation de la notion de profit? Et je vais vous demander d'être le plus synthétique possible dans votre réponse pour qu'on ait le temps de traiter la dernière thématique. Isabelle. Moi, je peux émettre une idée par rapport à ça, parce que c'est vrai que chez Decathlon, on est animé sur un modèle 3P. Donc, on a des performances people, des performances planète et des performances profit. Et en 2021, on les avait alignées les unes à côté des autres pour signifier qu'elles avaient la même importance. Mais il ne faut pas oublier que, au final, c'est peut-être pas de cette manière-là qu'il aurait fallu les présenter, et que le profit n'est qu'une conséquence ou bien un moyen de nos ambitions. Et donc, c'est une nécessité pour pouvoir mener les chantiers. Mais ça doit être au final la conséquence, mais jamais un objectif. Voilà. Très clair, très clair. Peut-être une personne pour compléter ça, de manière très succincte, sinon on est bon. C'était très clair.
Ben moi, Oui. j'avais juste une quote que j'ai Oui, donnée à Bruno. quelqu'un d'il y a récemment. C'était quelqu'un du projet Boson et je lui ai dit ben, la responsabilité d'entreprise doit être gérée comme une partie intégrante du business model et non comme un sujet en périphérie. Et la nouvelle frontière, la responsabilité n'est pas le partage de la valeur, mais la réciprocité dans le processus de création de valeur. Je répète ça. La nouvelle frontière n'est pas le partage de la valeur, mais la réciprocité dans le processus de création de la valeur entre l'entreprise et son environnement. C'est d'ailleurs aussi la nouvelle frontière de la création de la valeur. Donc on retourne la chose ici. On n'est pas en train de dire on crée la valeur d'abord et ensuite on le partage. On intègre le principe de partage dans les processus de création de valeur. Tout à fait. Brillant. Oui, Isabelle. Et je vais me permettre d'aller sur le dernier sujet qui est sur Oui, la mesure. elle me lance absolument. Eh ben, bien sûr, et c'est parfaitement en lien avec ce que dit Bruno, parce qu'il y a des sujets qu'on sait très bien compter. Et dans la réciprocité, il y a quand même une notion de comptabilité pour équilibrer les choses. Et moi, j'insiste sur le fait que mesurer les externalités d'une entreprise sur l'environnement, c'est extrêmement compliqué. On ne va pas se le cacher. Aujourd'hui, la vie sur Terre, c'est un miracle. Je ne sais pas s'il y a... on pense qu'il n'y a pas d'équivalent dans la galaxie, voire dans des galaxies plus lointaines. Mesurer les interactions des écosystèmes naturels entre eux, c'est extrêmement compliqué. Tous les scientifiques n'ont pas encore les réponses. Donc, mesurer les impacts des activités humaines sur l'équilibre de ces écosystèmes, c'est une réalité, c'est compliqué. Mais il faut l'aborder parce que c'est vital. Parce que si on ne le fait pas, alors on n'aura absolument aucune chance de résoudre cette équation de la soutenabilité. Et donc, oui, c'est difficile, mais c'est une nécessité. Donc, le climat, ça va à peu près. La biodiversité, on en a parlé. Il y a un chantier qui porte là-dessus avec des belles avancées au niveau de nos entreprises. Mais qu'est-ce qu'on doit mesurer en termes d'érosion de la biodiversité aujourd'hui? Nous, on a commencé à adresser le sujet et c'est absolument passionnant. Et je pense que, comme Bruno le souligne, chaque entreprise doit avoir un bilan vis-à-vis du capital naturel qui soit très clair. Et par rapport à ce que tu dis, on le voit bien, ce qui se mesure pas s'atteint pas. On a besoin de cette comptabilité et d'avancer sur ces sujets-là, que ce soit des mesures sociales ou environnementales. Je voudrais juste, avant la conclusion générale, peut-être entendre Christophe, justement, en quoi cette manière de construire cette performance actuellement nous pousse à faire l'inverse. Chaque modèle économique a une dynamique de performance associée. Et la dynamique de performance associée à un modèle économique, c'est quoi? C'est la logique implicite sous-tendue par les exigences de développement que nous amène à penser le modèle. Alors, je vais être concret parce que ça paraît charabia. Si je vends un lave-linge, j'ai un intérêt à en vendre le plus possible et je n'ai pas intérêt à ce que le lave-linge dure le plus longtemps possible, parce que c'est le marché de remplacement qui va tirer la demande dont j'ai besoin. Option 1, je transforme mon modèle de vente de lave-linge en modèle de mise en location de lave-linge et mon unité de contractualisation, ça va être un loyer fixe. Qu'est-ce que j'ai changé dans la logique de performance associée? J'ai désormais un intérêt à ce que le lave-linge dure le plus longtemps possible. Par contre, si je vends ces lave-linges à des clients B2B, je n'ai absolument aucun intérêt à optimiser le dimensionnement du parc de machines que je vais chercher à pousser chez le client, puisqu'ils sont facturés machine par machine. Nouvelle option, je maintiens un système locatif, mais je passe sur un mode de contractualisation facturé à l'usage, c'est-à-dire au cycle de lavage. J'ai toujours l'intérêt à ce que ces lave-linges durent le plus longtemps possible, mais j'ai désormais un intérêt objectif, parce que c'est bon pour ma rentabilité, d'optimiser la taille du parc machine. Donc, on voit que ma dynamique de performance associée a bougé. Et puis, je peux faire un saut encore plus quantique. J'aimais bien ce que Bruno disait quand il parlait de Royal Canin. Il disait ils sont passés d'une logique de moyens, à savoir l'alimentation animale est un moyen de santé animale, à une logique d'effet, prenant même de la distance avec le moyen, focus sur la santé animale. Eh bien, ici, quel est l'effet recherché par un lave-linge? C'est d'avoir du linge propre. Alors, je peux dire, moi, plutôt que de mettre des lave-linges à disposition, je vais directement vendre un service de nettoyage à destination de mes clients et je vais leur vendre des tonnes de linge propre. Et ce faisant, j'ai intégré tout ce que je vous avais dit auparavant, plus un intérêt intrinsèque à bien gérer mes consommables, à savoir l'eau, l'énergie, le détergent.
Et donc, ça veut dire qu'à chaque fois que j'ai fait évoluer mon modèle économique, j'ai étendu, j'ai intégré dans ma dynamique de performance financière, j'ai intégré une capacité à avoir des marges de manœuvre beaucoup plus grandes pour me saisir des enjeux environnementaux, des enjeux sociaux. Alors là, l'exemple que je viens de vous donner sur le lave-linge, il permet de réduire les impacts négatifs de la production de lave-linge. Maintenant, Sophie évoquait les modèles régénératifs. Dans les modèles économiques régénératifs, on construit des dynamiques de performance totalement différentes où le volume s'associe à un gain net sur les écosystèmes et la société. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais mettre en marché quelque chose, je vais contribuer utilement à régénérer des écosystèmes, je vais contribuer utilement à générer des plus-values pour les communautés dépendantes de ces écosystèmes ou gravitant autour de l'entreprise. Et donc, il faut bien se rendre compte que derrière un modèle économique se cache une dynamique de performance et que cette dynamique de performance, elle nous cadenasse complètement dans notre capacité à prendre en charge avec plus ou moins d'ambition les enjeux environnementaux et sociaux. Et donc, je vous intéresse, vous auditeurs et auditrices, à vous poser la question de savoir, mais nous, en interne chez nous, c'est quoi notre dynamique de performance sous-jacente? Qu'est-ce que nous avons implicitement intérêt à faire pour accroître notre rentabilité? Et posez-vous ensuite la question de savoir si ça répond aux exigences de prendre soin de la planète, prendre soin des humains. Et cette première prise de conscience, elle vous montrera en fait toutes les limites inhérentes à vos modèles économiques pour porter des ambitions élevées en matière de transformation vers plus de soutenabilité. C'est très clair, merci, c'est passionnant, Christophe, de remettre ça en perspective. Et du coup, Bruno, en quoi ces éléments de mesure, tu en parlais tout à l'heure, vont devenir vraiment incontournables? Tu en as dit un mot, hein, peut-être pas forcément prolongé de trop, mais peut-être un ou deux exemples concrets. Tu parlais d'échéances à 2024 et autres. En quoi concrètement ça va devenir incontournable? On l'a déjà un peu abordé, hein, mais... Oui, donc ça va être incontournable déjà par le fait de la régulation, parce que la régulation est en train de bouger vite. Alors, la régulation est différente selon les régions du monde, hein. La régulation en Europe avance vite, la régulation en Chine avance encore plus vite, et la régulation aux États-Unis, dans le pays anglo-saxon, avance très lentement. Donc, en fait, on va avoir d'ici quelques années, je pense, 3 ou 4 standards de normes comptables qui vont d'ailleurs être une illustration de la société qu'on veut construire. Mais ça va venir. Et simplement, il va y avoir un déplacement de plus en plus vers la prise en compte de dimensions sociales et environnementales. Et ça c'est vraiment très concret. Deuxième chose, c'est qu'on voit aussi comme la société civile est en train de bouger. On voit la grande vague aux États-Unis de la grande démission, etc. C'est en train de venir en Europe. C'est-à-dire qu'on va avoir de plus en plus de mal en fait à recruter des gens talentueux pour des entreprises qui n'ont pas de sens. Okay. Après, il y a des gens qui vont voter avec leurs dollars, avec leurs euros. C'est aussi ça, civil. Et puis aussi les investisseurs, maintenant, qui commencent aussi à bouger, dans le sens où ils se rendent compte que finalement, on se rend compte aujourd'hui que les investissements ESG, ce qu'on dit, ils rapportent plus que les investissements non ESG. Donc, il va y avoir comme ceci c'est toujours pareil, dans le sens, les changements systémiques ne se font jamais avec un seul acteur. C'est un mélange à la fois moi, je pense toujours qu'il faut commencer par la connaissance, par l'enseignement. C'est pour ça que c'est très important de changer le curriculum des écoles de commerce. Il y a des leaders d'entreprise comme autour de cette table ronde qui peuvent être vraiment très importants pour être des leaders dans l'adoption de nouveaux modèles économiques. Il y a les investisseurs et puis il y a les régulateurs. Et j'aurais peut-être finir par peut-être une chose peut-être encore plus profonde, je pense, qui est, enfin moi, en plus de mes formations d'économie, j'ai une formation de théologien, comme certains d'entre vous le savent, et j'étais toujours frappé de voir que finalement, pour ceux qui ont une culture judéo-chrétienne, la Bible commence par un livre qui est composé de 5 livres, qu'on appelle le Pentateuque ou la Torah. Et il y a un des livres qui s'appelle le livre des Nombres. Le livre des Nombres, c'est le 4e livre de la Torah, c'est un livre de comptabilité. On passe son temps à compter des animaux, des transactions, c'est un livre de nombres. Et c'est très intéressant de voir qu'un des 5 livres de l'Alliance est un livre de comptabilité. Donc lorsqu'on touche à la comptabilité, on réinterprète l'Alliance. Très clair, et merci d'avoir rappelé en introduction que l'économie, c'était aussi une gestion de la rareté, et ça, c'est un point indispensable qu'on a parfois un peu en perte de tête, notamment quand on gère aussi, en tant que citoyen, nos économies personnelles. On arrive vers la toute fin. Je voudrais simplement parler
très très succinctement des freins, et notamment avec Sophie, puisque tu diriges cette entreprise. Et il y a une question qui revient souvent et qui intègre une des questions qui nous est posée sur cette difficulté qu'ont les dirigeants et parfois les administrateurs à manœuvrer le court terme et le long terme, puisque dans la régulation actuelle des systèmes, il faut produire à court terme, et alors que les sujets dont on parle sont plutôt des investissements moyen long terme. Comment tu gères ça, toi? Pour moi, la gestion du long terme et du court terme est principalement problématique pour la gestion de la dynamique collective de l'entreprise. Parce que le collectif, j'en parlais tout à l'heure sur le côté de la poule et l'œuf, le dirigeant ou la base entraîne le mouvement. Le collectif, il est essentiel pour assurer le succès de notre transformation à court terme et à moyen terme. Et à long terme, c'est ce qui va permettre de modifier petit à petit la culture d'entreprise. Donc aujourd'hui, moi, les problématiques que j'ai un écueil, c'est que pour préserver la dynamique, gérer la communication interne entre ce qu'on va faire tout de suite en amélioration rapide, impact modéré, ce qu'on prépare pour le moyen terme, donc là, c'est notre feuille de route 2030, et puis le rêve des fermes Mustela régénératives de 2040, j'ai vraiment besoin de travailler sur cette communication au collectif pour ne pas leur faire peur. Ça peut générer de la démotivation parfois, parce que ce qu'on fait maintenant, ça demande beaucoup d'efforts et ce sera peut-être plus en vigueur dans 8 ou 10 ans. Donc, comment on fait accepter finalement que tout ce qui est fait sera sûrement à défaire parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Et donc, ça, c'est un vrai sujet. Il faut réfléchir avec vos middle managers, en tout cas, à comment vous expliquer ça. Ça peut créer de l'angoisse. Parce que quand on commence à penser 2035-2040, c'est encore très flou. On ne sait pas du tout à quoi ça va ressembler. On émet des hypothèses, donc il y a des gens que ça peut angoisser. Ça crée des tensions sociales. Là, aujourd'hui, je suis en train de mettre en place des projets de made in local. Donc, tout était produit à Épernon, à côté de chez nous, à côté de Paris. Et aujourd'hui, on commence à traiter quelques pays un peu différemment. Et j'ai les représentants du personnel qui vont dire attention, l'emploi. Et ils ont raison. Parler de décroissance potentiellement, ça peut aussi faire vachement peur pour la préservation de l'emploi. Donc, il y a ces sujets à traiter sur le court terme et le long terme. Et pour un dirigeant, ce n'est pas forcément très facile. Ce que je remarque néanmoins, c'est si la raison d'être est claire dans l'entreprise et si on est en transparence et dans le dialogue, ça se passe très bien. Mais il faut oser dire, voilà, aujourd'hui, il y a des choses qu'on sait qu'on va faire, il y a des choses qu'on ne sait pas encore, et se faire confiance, et faire confiance surtout à notre ambition et notre raison d'être. Merci beaucoup, Sophie. On va clôturer cette table ronde et ces échanges. Peut-être, voilà, en un mot, ou en tout cas en une dizaine de secondes,